Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour la deuxième de ces discussions au cœur de Jérusalem. Une émission qui chaque mois s'articule autour de discussions entre le Rav Uri Cherki, directeur du Centre Noachid Mondial, et face à un intellectuel francophone, une heure de débat donc autour de plusieurs thématiques. Et aujourd'hui, on soulèvera ensemble des questions de société comme la place de la religion dans la société française en l'occurrence. Un sujet qui agite constamment la population, que ce soit les citoyens de tous bords, mais aussi les classes politiques et intellectuelles. Comment définir la notion de la laïcité en 2019? Une large question qui sera au cœur de notre émission. On reviendra aussi dans cette deuxième émission plus précisément sur l'origine de la haine anti-juive. Est-elle différente ou non des autres formes de haine qui existent partout dans le monde? D'où puisse-t-elle sa source? Autant de questions auxquelles on va tenter ensemble d'apporter des éléments de réponse. Et avec nous ce soir, donc, le Rav Uri Cherki. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Parfait, je rappelle que vous êtes directeur du Centre Noachid Mondial, enseignant dans de nombreux instituts. Vous êtes l'élève de Léon Ashkenazi, Manitou, et du Rav Tzvi Yehuda Kook, pour ne citer que. Vous êtes versé aussi bien dans l'étude de la Bible que dans la philosophie de l'Antiquité à nos jours. Et vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, en hébreu essentiellement, sur la pensée juive. Et à ma gauche, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui l'historien et écrivain Georges Bensoussan. Bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes de passage en Israël. Merci d'être avec nous à Jérusalem et d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes agrégé d'histoire, vous êtes chercheur historien de la Shoah notamment. Vous avez écrit énormément à ce sujet, mais également sur la France, sur le sionisme, encore sur les juifs en pays arabe. En novembre 2018, Georges Bensoussan, vous avez reçu en France le prix national de la laïcité qui récompense votre engagement en faveur des principes républicains, de l'universalisme des Lumières et de la laïcité. On va revenir dans un petit moment sur le sens de la notion de laïcité. Mais avant tout, pour un juif né au Maroc, français de surcroît et homme engagé que vous êtes, qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Je crois que ce prix qui a été remis en novembre 2018 représente d'une certaine façon l'aboutissement d'un combat judiciaire qui a été entamé en 2015 pour les propos sans doute que vous savez, tenus au micro d'Alain Finkielkraut à France Culture, sur l'antisémitisme dans les familles arabes. Bon. Le procès a été initié par le parquet, suivi évidemment par les associations islamistes et par tout ce que la France compte de gauchisme culturel, qui se sont engouffrés dans la brèche. Et devant ce déni absolu de justice et ce déni de réalité, après 2 procès gagnés, je rappelle que le premier procès s'est terminé par une relaxe en mars 2017, le deuxième procès en appel par une deuxième relaxe en mai 2018, je crois que le Comité national de la laïcité a voulu consacrer ce combat-là. Je crois qu'il y a une portée très symbolique dans ce prix. Alors justement, on va revenir juste sur la notion de laïcité. Le principe de laïcité est défini à la base comme la séparation de l'Église et de l'État, selon la loi de 1905, qui implique donc l'indépendance et la neutralité des institutions publiques vis-à-vis de la religion. Il ne s'agit pas, on est d'accord, d'une forme d'athéisme d'État. Certainement pas. C'est simplement une séparation entre la sphère temporelle et la sphère religieuse, à savoir que la religion doit rester dans le domaine privé, pour éviter précisément des fractures civiles, des discordes et peut-être demain la guerre civile. Il ne faut pas oublier que la loi de 1905 est l'héritière de 4 siècles d'histoire française particulièrement troublée. Ce n'est pas une loi qui intervient comme ça brutalement après des débats qui auraient duré 10 ou 15 ans. Non, non, c'est l'héritière directe des guerres de religion. On ne comprend pas la loi de 1905 si on oublie le traumatisme qu'ont été les guerres de religion en France, 16e siècle, le traumatisme de la guerre de 30 ans, qui a ensanglanté l'Europe entre protestants et catholiques, et le fait que l'Église de France s'est violemment opposée à la Révolution et à la République entre 1790, constitution civile du clergé, et la loi de 1905. Donc pour rétablir la paix dans la nation, pour éviter que ça se transforme en guerre permanente, en guerre civile sourde, la loi est venue apaiser les consciences pour que chacun reste maître chez soi. Mais ce n'est pas une loi d'athéisme, certainement pas. D'accord, c'est un moyen de garantir à chacun la liberté de conscience. Absolument. Et de culte. Absolument. La loi de laïcité, c'est ce qui permet précisément d'exercer pour chacun sa religion librement. En France, Rav Uri Cherki, ce principe de laïcité fait énormément polémique actuellement. Selon vous, quelle en est la cause?
le principe de la laïcité, qui est en fait un principe de neutralité, aujourd'hui a pris une forme, on pourrait dire, parfois un peu caricaturale, en tout cas pour un observateur de l'extérieur comme je le suis. Par exemple, si on prend l'image au nom de la laïcité du refus de la différence. C'est-à-dire, alors que, par exemple, on a affirmé qu'il était très important que dans les institutions publiques, il n'y ait pas de différence, ça peut parfois glisser vers le refus de la différence. C'est-à-dire, à partir du moment où vous pensez que vos valeurs impliquent une certaine forme de pudeur féminine, par exemple la burqa, que je n'adopte pas, mais qui existe quand même, alors on en vient finalement à une sorte de caricature de ce que devrait être la laïcité, c'est-à-dire peut-être une sorte de totalitarisme de l'uniformité. Et je pense qu'il y a ici tout un problème au niveau de l'identité française. L'identité française, pendant des siècles, en tout cas depuis qu'il y a une république, a été assimilatrice. C'est-à-dire ce que la France demande de la part de ses immigrés, de ceux qui professent des religions minoritaires, finalement, c'est de s'insérer dans le paysage. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une fracture par rapport à ce schéma-là. Il y a une importante minorité aujourd'hui en France qui n'a pas du tout l'intention, c'est le moins qu'on puisse dire, de se fondre dans le paysage, de se fondre dans le décor, mais qui justement vient avec une sorte d'agenda qui parfois est ouvertement déclaré comme étant islamiste, mais parfois qui simplement refuse de se vouloir française à la manière de nos ancêtres, les Gaulois. Et je pense que la France n'a toujours pas trouvé encore la formule qui lui permettrait de gérer de manière, disons, je ne vais pas dire intelligente, de manière humaine, ce problème. D'après vous? Oui, globalement, il y a aujourd'hui un problème nouveau qui se pose sur la laïcité française par l'introduction de cette minorité, qui est une minorité très active et qui n'est pas dénuée d'un projet politique. Il ne faut pas être naïf, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Or, la société française, elle a réussi à fonctionner avec sa minorité religieuse, il n'y en avait qu'une, enfin il y en avait que deux. La minorité protestante, la loi de laïcité, elle était faite aussi pour calmer la rivalité catholique-protestant, et la minorité juive. Et l'assimilation à la nationalité française, la convivialité française passait par l'assimilation. Bon, c'était le rêve d'intégration à la nation. Et c'est ce qui a été demandé aux Juifs par le consistoire en 1808. Et les Juifs s'y sont pliés. Ça ne les a pas empêchés de demeurer juifs d'ailleurs. Aujourd'hui, avec l'islam en France, se pose un autre problème. Un problème qui vire, qu'on le veuille ou non, vers une forme de sécession d'avec la nation. Alors là où je diverge un peu avec Uri Cherki, c'est que sur la burqa, par exemple, ou des signes vestimentaires extérieurs de religiosité, il y a quelque chose dans la laïcité française qui s'impose, c'est tout simplement la civilité à la française. La civilité à la française, c'est qu'on montre son visage, qu'on ne se dissimule pas dans l'espace public. Donc autant le voile, par exemple, le simple voile qui couvre les cheveux, est parfaitement admis par la loi française dans l'espace public, pas dans les lieux publics qui relèvent de l'autorité de l'État, comme l'école. C'est la fameuse loi de 2004. Autant la burqa qui dissimule le visage n'est pas admissible dans ce qu'on appelle la civilité française. Parce que la France, ce n'est pas qu'une loi de laïcité, c'est une nation avec ses valeurs, avec ses normes, avec ses coutumes assimilatrices. Et quand une minorité qui arrive du dehors n'accepte pas cette assimilation-là, c'est à elle de faire l'effort de s'assimiler. Ce n'est pas à la société française de modifier ses valeurs assimilatrices pour fonctionner selon les normes d'une autre civilisation qui vient du dehors, et encore une fois, qui n'est pas dénuée d'un projet politique sécessionniste. Est-ce que c'est aussi un problème de formulation, dans le sens où en 2004 vous parlez de cette loi qui interdit les signes religieux ostensibles à l'école? Oui. Justement, est-ce que c'est pas justement cette minorité a pris ça comme un coup de poignard? Oui, elle l'a très mal pris. Jusqu'à aujourd'hui, cette minorité considère que la loi de 2004 doit être abrogée. Ça revient constamment dans les revendications de la minorité musulmane en France. À chaque congrès, par exemple, jadis l'UOIF, qui est devenu le CFCM en France, au Bourget, au moment du mois de mars-avril à peu près de chaque année, constamment cette loi de 2004 revient sur le chantier pour en demander l'abrogation. En 1989, il y avait déjà ce fait avec ce fait divers de collégiens qui ont été exclus d'un collège
parce qu'elles refusaient d'ôter leur voile, et ce sont des actes qui se sont multipliés. Absolument, c'est-à-dire qu'en 1989, il y avait là c'était une véritable pierre de touche. Oui ou non, l'État allait-il faire respecter la loi? Et par accommodements successifs, qui ont été des mesures de régression successive de l'autorité de l'État et de la volonté d'affirmer, de s'affirmer comme ce que la nation française était depuis toujours, en un mot, de ne pas occuper la place qu'elle devait occuper, de reculade en reculade, on est arrivé à la situation de délitement actuel. En clair, quand en 1989, devant l'affaire du collège de Creil, où il y avait ces 3 gamines là qui ne voulaient pas ôter le voile, le gouvernement de l'époque, au lieu de prendre la décision qui s'imposait, a renvoyé la balle du côté du Conseil d'État. Et qu'est-ce qu'a fait le Conseil d'État? Ce qu'il a toujours fait d'ailleurs depuis 30 ans, c'est qu'il a agi par accommodement successif envers l'islam. Et d'accommodement en accommodement, on est arrivé à la situation délétère d'aujourd'hui. Alors on peut schématiser ainsi ce qu'on vient de dire. En fait, on a une partie de la classe politique, à l'extrême droite surtout, qui associe l'islam à l'intégrisme islamiste, et à l'extrême gauche, la critique de l'islam serait une forme de discrimination. Il faut simplement accorder à l'islam de se définir par lui-même. Or, l'islam est dès le départ un projet politique. C'est contrairement justement au christianisme qui fait ces distinctions entre César et Dieu. Pour l'islam, le prophète est un homme politique, un roi, si vous voulez, et un calife par la suite. Et le projet de l'islam est un projet de conquête. C'est comme ça qu'il se définit de l'intérieur. Ce n'est pas une critique qui vient de l'extérieur. Or, je pense que quand on veut entamer un dialogue ou un germent, une insertion de l'islam dans la société française, il faut tenir compte également de ces données et ne pas se fermer les yeux. Alors maintenant, on peut dire, bon, alors c'est d'emblée refusé, il y a d'autres formes d'islam, etc. Mais il faut savoir tout d'abord quel est le noyau primitif. Or, ce noyau primitif, il est tout à fait clair, et je pense que, disons que l'Europe n'a pas été justement préparée à cette forme d'envahissement, si vous voulez. Et en fait, c'est depuis les traités de Westphalie auxquels vous avez fait allusion, quand dans les traités de Westphalie, on a fondé une Europe véritablement laïque à partir de ce moment-là, eh bien, on pouvait considérer, c'était l'idée qui a habité pendant très longtemps les différents ministères d'affaires étrangères en Occident, qui est que quand un mouvement religieux devient étatique, il se laïcise, ce qui est absolument vrai pour tous les cultes que nous avons connus en Europe, y compris le judaïsme d'ailleurs. Certains même amènent le sionisme comme étant une des preuves expérimentales de ce principe, c'est-à-dire le sionisme serait du judaïsme laïcisé. Eh bien, ce n'est pas vrai pour l'islam, bien au contraire. Un mot à dire? Oui, je suis globalement d'accord avec l'analyse de Rav Cherki. L'islam est d'abord et avant tout, non pas une religion, mais une civilisation. Et d'abord et avant tout un corpus juridique. C'est d'abord un corpus de lois, et nous avons un seul mot pour désigner le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est le mot religion. Il est totalement inapproprié dans le cas de l'islam. La foi, ça existe, la religion, ça existe, mais l'islam est d'abord un projet politique, un projet civilisationnel. Et je voudrais quand même rappeler ce que m'avait expliqué il y a peu de temps quelqu'un que connaît bien le Rav Cherki, c'est Eliezer. Cherki disait de quand date... Orientaliste. Orientaliste. Eliezer me disait... à partir de quand fait-on dater l'an 1 dans l'ère islamique? 622. Pourquoi 622? Ça n'est pas la mort de Mahomet, 632. Ça n'est pas le début de la prédication, 612. C'est l'établissement de l'État islamique à Médine. Effectivement, on conçoit par là, à partir du moment où l'an 1 de l'Hégire, c'est 622, que c'est à partir du moment où l'islam se traduit en loi politique que commence le règne musulman. Ce serait en raison de cela que, par exemple, on ne peut pas comparer ça aux autres États. On va dire que depuis l'Antiquité, la question de la séparation entre État et religion, elle fait débat, puisque des empereurs romains aux rois européens, les chefs d'État se sont longtemps proclamés finalement représentants de Dieu sur terre, et de ce fait ont basé la légitimité de leur pouvoir sur leur origine divine. Et ce n'est pas le cas du... C'est tout à fait juste ce que vous dites là. Seulement, entre-temps, il y a eu tout de même toute l'évolution de la pensée occidentale et toute la révolution des Lumières qui a profondément sécularisé les cadres de pensée, qui a appris à penser en dehors de la religion au sens chrétien du terme, en dehors de Dieu. Et à partir de ce moment-là, la laïcité, c'est une notion qui émerge doucement, très timidement, comme la tolérance d'ailleurs, c'est totalement lié, à partir des guerres de religion du XVIe siècle et qui s'impose véritablement au XIXe, XXe siècle. Donc il faut tenir compte de l'évolution des civilisations, de l'évolution des idées,
pour montrer comment la laïcité, c'est un produit direct des Lumières. Mais c'est-à-dire que depuis les Lumières, on va dire, on a fini par trouver une sorte d'équilibre, en tout cas jusqu'au XXIe siècle ou fin du XXe siècle, le XXIe siècle. D'équilibre, oui, pour le monde chrétien qui, encore une fois, relève d'une religion qui sépare d'emblée le temporel du spirituel. Marcel Gauchet a qualifié le catholicisme de la religion de la sortie de la religion. C'est une définition extraordinaire et parfaitement juste. En revanche, pour l'islam, on a affaire à un autre mode de pensée. C'est un autre univers. Ce qu'un grand nombre d'intellectuels occidentaux ne comprennent pas et traduisent immédiatement par islamophobie et racisme, c'est que sans avoir le moindre préjugé anti-musulman, on a affaire à un autre mode de pensée, ce qu'avaient vu avant nous bien d'autres penseurs. Je pense à Tocqueville. Il faut lire ce que dit Tocqueville dans sa correspondance sur l'islam. Je pense à Condorcet au XVIIIe siècle, mais je pense à Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique. On a totalement oublié ces lignes-là. Aujourd'hui, le texte de Lévi-Strauss en 1955 dans Triste Tropique lui vaudrait un procès. Immédiatement une interdiction du livre. Je pense à Malraux en 1956, qui a des lignes prophétiques sur l'islam, dans lesquelles il dit « Nous sommes confrontés à un défi de civilisation ». Profondément de civilisation. Alors, quand cette civilisation qui a été longtemps conflictuelle avec l'Europe chrétienne, n'oubliez pas la Reconquista espagnole, les croisades, les guerres de l'Empire ottoman contre les Habsbourg, les Turcs aux portes de Vienne encore à la fin du XVIIe siècle, hein, c'est l'origine du croissant, la fameuse pâtisserie, ça vient de là, etc. On oublie ce long passé conflictuel. Bon. Et donc, à partir de là, on ne comprend pas, quand on oublie ce long passé, on ne comprend pas ce qui a pu aboutir à nos jours à cette situation où l'islam avait toujours été contenu et aujourd'hui, pour des raisons très complexes dont on parlera peut-être tout à l'heure, aujourd'hui l'islam est devenu une réalité prégnante en Europe. C'est devenu une part de la société européenne. C'est indéniable. Regardez ce qui se passe en France où on est passé en gros en 1965 de 5 lieux de culte musulmans reconnus comme des mosquées, si vous voulez, à aujourd'hui 2500 lieux de culte musulmans, y compris des salles de prière qui ne sont pas encore reconnues comme mosquées officielles. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le fait de tous les musulmans en France? Il y en a une qui se revendique justement, qui ne se revendiquent pas de cet islam-là, mais qui se sentent concernés quand ils sont touchés par, on va dire, pas ces accusations, mais quand on accuse l'islam de faire de la... À partir du moment où ils ont une sensibilité musulmane, ils s'estiment brimés, ils s'estiment discriminés, et ils ont le sentiment d'un racisme anti-musulman, ce qui ne veut rien dire en soi, parce que les musulmans ne constituent pas un peuple, constitue un cadre civilisationnel, un racisme anti-arabe pour certains d'entre eux. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. En revanche, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'on a affaire en France à une société qui est profondément déchristianisée et où la minorité musulmane, elle, au contraire, continue à penser selon un cadre religieux, profondément religieux. Il suffit de voir, par exemple, les questions sur le mariage pour tous, la GPA, la PMA, enfin, l'homosexualité, etc., etc. Enfin, vous voyez toutes les questions qui ont agité la classe dominante française, je ne dis pas la société, mais la classe dominante française depuis 15 ou 20 ans. Bon. Eh bien, la minorité musulmane en France se distingue très nettement, y compris la jeunesse, se distingue très nettement de la majorité non musulmane. Rav Ourichaki, est-ce qu'on a donc ces deux approches? D'une part, on a la laïcité qui sert de bouclier contre les religions, c'est-à-dire on peut attaquer en justice l'installation de crèches dans les mairies à Noël, où on veut interdire les émissions religieuses sur le service public, et de l'autre côté, la laïcité serait juste un principe de liberté, et c'est une vision conforme à la tradition. C'est intéressant de voir dans le discours très intéressant et très documenté justement de Georges Bensoussan, de voir qu'il y a une sorte d'ambivalence par rapport justement à l'origine de la laïcité. Est-ce qu'elle est chrétienne, anti-chrétienne, ou est-ce qu'elle serait d'origine chrétienne? Et en fait, il semblerait que si on revient aux sources même du christianisme, le christianisme a une de ses sources, en tout cas la philosophie grecque, pas seulement le judaïsme, et déjà le principe de laïcité est affirmé dans le fait même de la pensée philosophique. Et donc de ce point de vue-là, on peut dire que l'Europe déchristianisée reste chrétienne dans ses institutions fondamentales, dans son subconscient collectif, si vous voulez. Et en tout cas par les mythes internes qu'elle porte dans l'inconscient. Et donc, en fait, on peut dire qu'il y a aujourd'hui une sorte d'avatar du conflit islam et chrétienté, même si ce n'est plus la chrétienté de l'Église. Et je pense que là, nous sommes d'accord. Et je pense que, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de mettre en évidence, c'est que le conflit n'est pas réglable. C'est-à-dire qu'il y a ici une antithèse fondamentale entre deux civilisations et qui ont des points de départ et des valeurs qui sont diamétralement opposées l'une à l'autre. Par exemple, quand vous parlez en terre d'islam
de la valeur de la démocratie, alors on écarquille les yeux. C'est pas ça la valeur. La valeur, c'est la puissance de Dieu. Tandis que quand vous parlez de soumission à Dieu en Occident, vous dites mais vous êtes fou, où est la liberté humaine? C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici un conflit profond qui ne peut pas être réglé uniquement par la puissance politique ou économique ou même judiciaire ou même policière. C'est quelque chose qui a besoin donc d'une réflexion beaucoup plus profonde. Et je pense que ça va bientôt nous amener également à une certaine originalité du discours d'Israël, dont nous allons parler probablement par la suite, si vous le permettez. La laïcité serait d'origine chrétienne? Globalement, je suis d'accord avec le Rav Cherki sur le fait que la laïcité, vous la trouvez déjà dans l'émergence de la philosophie. Bien sûr, elle est là, la laïcité dans la pensée grecque. C'est la pensée grecque qui apprend à penser le monde en dehors de Dieu, en dehors des dieux, à l'époque, bien sûr. Des autorités. Oui. Et le deuxième point sur lequel je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, on est en présence d'un conflit de civilisation et où la loi, et en particulier la laïcité, ne suffira pas à régler le problème. Donc là, je vous dirais de façon très naïve, ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a une solution. On est en face d'une situation conflictuelle gravissime en Europe et en particulier en France. Pourquoi je dis en particulier en France? Parce que la France rassemble la plus grosse communauté musulmane d'Europe, 25% à peu près des musulmans d'Europe. C'est-à-dire que le christianisme n'a pas su répondre à l'islam qui est actuellement présent en France, enfin cette minorité qui est visible. Donc si je ne dirais pas le christianisme, je dirais la société française n'a pas su française. répondre quand il le fallait à cette minorité qui a progressivement pris de plus en plus de force, de plus en plus d'assurance, de plus en plus sûre de son droit pour affirmer une volonté sécessionniste qui était inexistante il y a 20 ans et qui aujourd'hui s'affirme. Il suffit simplement de lire les déclarations des uns et des autres. Un homme même, un modéré, comme on dit, comme Dalil Boubaker, dit aujourd'hui des choses qu'il n'aurait jamais dites il y a 20 ans. Simplement, il faut suivre les déclarations au jour le jour de ces gens-là sur 20 ou 30 ans et vous verrez la progression de l'irrédentisme musulman en France. Et face à cette situation-là, je ne vois pas quelle est la solution. Oui, mais du coup, la laïcité aujourd'hui, elle sert de paravent d'instrument pour exprimer un racisme, une xénophobie ou un rejet culturel. Non, ça c'est la façon dont un certain gauchisme culturel en France et les musulmans également, leurs alliés, présentent les choses, à savoir que le racisme a changé de visage, il ne s'exprime plus par la race, il s'exprime par la culture. Avec cette différence qu'ils ne voient pas, c'est que la race c'est un intangible, vous ne pourrez jamais changer de race entre guillemets au sens biologique nazi du terme, vous pouvez toujours changer de culture, non seulement vous pouvez changer de culture, mais la culture par définition c'est le mode du changement. Et la façon dont l'enfant est perçu au XVIe siècle n'est pas la même de la façon dont l'enfant est perçu aujourd'hui. Or on est dans la même civilisation occidentale. Voilà. Donc la culture par définition, c'est ce qui change, c'est ce qui évolue. La race par définition, c'est ce qui ne change pas. Donc parler de racine culturelle est un non-sens. Simplement, c'est une façon de discréditer la laïcité et de faire passer l'offensive laïque aujourd'hui pour contrer l'offensive islamiste pour du racisme anti-arabe ou anti-musulman. Rav Uri Cherki, ce débat sur la laïcité revient à faire entendre le principe de la religion et de l'ordre du privé doit être restreint dans la vie publique. Toutes les religions, on met à peu près toutes les religions dans le même panier du coup. Est-ce que vous êtes de cet avis de cantonner la religion à la vie privée et à en interdire l'expression dans l'espace public? Écoutez, l'idée de religion est une idée qui est un peu étrangère pour une conscience juive. Je parle déjà de ce que je connaissais déjà depuis mon enfance en France. Nous connaissons en hébreu les termes de religieux et de laïque, mais ils ne recouvrent pas une réalité existentielle. Le judaïsme s'est toujours considéré, et a été toujours tenu d'ailleurs par les nations elles-mêmes, comme étant une entité nationale, pas forcément politique, mais une entité nationale protégée. En France, par exemple, les Juifs étaient, jusqu'à la Révolution française, la nation juive sous protection du roi de France. Et aujourd'hui, nous parlons également d'un retour de l'identité juive nationale, où nous avons aujourd'hui un État, l'État d'Israël, et cet État d'Israël est l'État des Juifs, mais c'est un État. Et lorsque le Premier ministre israélien se rend à Paris, eh bien, il va naturellement à la synagogue, comme c'est la synagogue étant une sorte d'émanation de cette nation d'Israël. Seulement, c'est une nation qui a vécu sous forme religieuse pendant très longtemps. Mais paradoxalement, si on peut dire que selon la tradition d'Israël, cette nation qui se considère comme étant l'objet d'une alliance avec le Créateur, elle a également une sorte de rayonnement universel, et ce rayonnement universel est de nature essentiellement religieuse. C'est ainsi que c'est perçu par les nations. Les nations ont reçu d'Israël des inspirations qui ont fondé des grands cultes, et encore d'autres grandes choses.
Et ses inspirations étaient de nature essentiellement religieuse, éthique et spirituelle. Georges Bensoussan, vous êtes de cet avis? Alors, je ne peux pas me prononcer sur la mission d'Israël et son message aux nations, si vous voulez, mais en revanche, sur la question qui est centrale, à savoir comment définir le judaïsme. Est-ce une nation? Est-ce une religion? Est-ce une foi? Et même si le mot religion, là, je serais assez d'accord avec le Rav Cherki, ne correspond pas au judaïsme, effectivement. C'est une question centrale parce que c'est elle qui éclaire le fait que le sionisme et l'État d'Israël, même la renaissance de l'État d'Israël, c'est une réalité qui est très difficilement compréhensible en Occident, même par les couches intellectuelles. Je le vois bien, moi, dans ma pratique, longtemps de professeur d'histoire et longtemps ensuite de formateur au mémorial de la Shoah, où j'ai aussi essayé d'expliquer aux professeurs d'histoire de toute la France ce qu'était le sionisme et surtout ce qu'était la création de l'État d'Israël. Ils ne comprenaient pas, parce qu'ils disaient, enfin, le judaïsme, c'est une religion. Je vais expliquer que c'est plus complexe que ça. Le judaïsme, c'est profondément une nation religieuse et une religion nationale. Vous ne pouvez pas séparer les deux termes. Ils sont indissociablement liés. Le Rav Kook, d'ailleurs, l'avait très bien compris sur le fond, qui voyait dans les sionistes le véritable pionnier, y compris d'un redressement spirituel. La question qui se pose ensuite, c'est cette minorité juive, quand elle est en diaspora, est-ce qu'elle doit, oui ou non, se soumettre à la laïcité? Oui, elle doit se soumettre à la laïcité, absolument. La vraie question qui est derrière celle-ci est la suivante. Est-ce que le maintien en diaspora est une solution à long terme? Je ne le crois pas. Je crois profondément que la diaspora est une maladie du judaïsme. Je crois profondément que le rassemblement en terre d'Israël est une nécessité vitale pour le peuple juif. C'est pour cela que j'ai étudié il y a déjà plus de 20 ans la naissance du sionisme. Et la naissance du sionisme est très intéressante parce que les premiers sionistes qui n'entendaient pas être autre chose que juifs, c'est la fameuse phrase de Abraham, nous ne pouvons pas être autre chose que les fils de nos pères. C'est extraordinaire cette phrase. Les premiers sionistes, qui étaient profondément des laïcs, au sens où c'est, malgré leur éducation enracinée dans la Torah, dans le Talmud, etc., ils avaient une profonde culture juive, ils avaient souvent, pour beaucoup d'entre eux, fréquenté les yeshivot. Ces gens-là ont commencé à comprendre, avec l'offensive de la Haskalah, des Lumières, de la laïcisation du continent européen du XIXe siècle, que la nation juive allait risquer de se dissoudre profondément sous les effets de la modernité, et qu'il fallait donc redonner un nouveau sens à la nation juive, et ce nouveau sens ne pouvait être que la nation au sens moderne du terme, c'est-à-dire le réenracinement en terre d'Israël. Et ce qui montre bien que le judaïsme participe des deux sphères, ce qui est difficilement compréhensible pour un esprit formé aux Lumières en Occident, et la sphère de la foi, et la sphère profondément du peuple et de la nation. La diaspora, ce que vient de dire Georges Bensoussan, la diaspora est une maladie du judaïsme. Vous rejoignez ces propos, c'est une question de temps. D'abord, c'est très sympathique de sa part, de la part de Georges Bensoussan, de tendre la perche au sionisme. Effectivement, le sionisme est un accomplissement, si vous voulez, du projet des prophètes. La dialectique d'exil et de retour est un élément permanent de l'héritage juif. Depuis la sortie d'Égypte, depuis la sortie d'Abraham d'Or-Kasdim. Et donc, c'est pratiquement, on pourrait dire, c'est viscéral de parler d'un retour comme étant l'essence du peuple juif. Même le peuple juif, pendant tout le temps de sa diaspora, n'a cessé de prier pour son retour. Et de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord. Il y a cependant quelque chose, un phénomène assez bizarre, c'est la permanence de cette diaspora. Et d'une certaine manière, elle continue sa vie, on peut appeler ça moribonde, on peut dire que c'est en disparition, mais le phénomène continue d'exister, et parfois il tend même à, pour employer une expression de Tocqueville, à se fossiliser. Et on pourrait se demander quel serait le sens de cette nouvelle identité qui parfois risque d'entrer en rivalité avec l'État d'Israël. On le voit par exemple dans une partie du judaïsme américain. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que l'on pourrait faire de cela? Et je pense qu'il ne serait pas inutile justement de reprendre un projet qu'avait développé Jean Vassal, qui serait de voir de même qu'on peut voir dans le christianisme la diaspora d'Israël, on pourrait peut-être voir dans ce résidu de diaspora quelque chose qui pourrait faire un pont justement entre le projet entre Israël revenu sur sa terre et la transmission de ce projet aux nations.
On a justement, on a Georges Bensoussan dans ce projet de retour sur la terre d'Israël, cette haine anti-juive qui sévit toujours en Europe, et on a souvent tenté de chercher l'origine de cette haine en disant qu'elle est religieuse, chrétienne, le peuple déicide, blablabla, ou encore musulmane, on va pas faire tout le discours maintenant, où les juifs auraient refusé la conversion musulmane que leur offrait Mahomet, puis sont venus vers la fin du 19e siècle les protocoles des sages de Sion, c'est un faux écrit par un responsable de la propagande russe de l'époque, Pierre Rachowski, avec sa plume Mathieu Golbinski, qui vont inventer une histoire de sages de Sion qui se réunissent pour fomenter un plan machiavélique et un complot afin de dominer le monde. Évidemment, inutile de préciser que toute cette histoire n'a jamais existé. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de là, on a une nouvelle forme de la haine anti-juive qui serait cette fois-ci laïque et politique? Non, pas tout à fait. Pas une nouvelle forme de la haine anti-juive, je dirais qu'il y a une évolution, il n'y a pas de rupture. Simplement, il y a une évolution, une laïcisation, une sécularisation, une racialisation de la haine anti-juive, mais sur le fond, la haine reste de même nature depuis des siècles et des siècles. Bon. Alors il est évident, vous avez dit, on ne va pas reprendre le message chrétien, on ne va pas reprendre le message musulman là-dessus, mais ce qui est à noter, puisque vous avez cité les protocoles des sages de Sion, c'est qu'il date de 1898. C'est un an après le premier congrès sioniste à Bâle. Et donc, il y a un lien direct de causalité. D'ailleurs, quand vous lisez les protocoles, et quand vous lisez également toute la littérature antisémite russe ou allemande ou française, etc., à partir de 1897, vous voyez constamment fait allusion au congrès sioniste et constamment fait allusion à l'Alliance israélite universelle. Cette Alliance israélite universelle, par son nom même, a alimenté le fantasme du complot juif mondial. Bon. Alors, est-ce qu'il y a une... Je l'ai répondu, il n'y a pas de véritable rupture, une racialisation, au sens où l'antijudaïsme qu'on a connu jadis dans les temps chrétiens, si vous voulez, à l'époque où l'Europe était profondément chrétienne, avant ce grand phénomène de sécularisation et de laïcisation, cet antijudaïsme-là, il a pris une forme beaucoup plus biologique, beaucoup plus d'abord nationale, au XIXe siècle, avec le printemps des peuples, et ensuite beaucoup plus biologique dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce qui va donner le racisme d'abord, et en particulier l'antisémitisme de type biologique, de type racial, et ensuite de type nazi, au XXe siècle. Mais sur le fond, la haine est de même origine. Alors, si on devait rappeler cette origine, je reprendrais le mot fameux du psychanalyste Sibony, qui disait l'origine de la haine, c'est la haine de l'origine. Et je crois qu'il y a là quelque chose de très pertinent. Profondément, dans le cas de l'islam, comme dans le cas du christianisme, vous êtes confronté à une haine de l'origine qui est indépassable. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on oublie toujours qu'il y a eu de grandes ères de civilisation juive dans le monde bouddhiste, dans le monde hindouiste, dans le monde chinois, et il n'y a aucun phénomène d'antijudaïsme aussi pathologique que la haine qu'on a connue dans le monde chrétien, et beaucoup plus tard dans le monde musulman, qui n'est pas d'ailleurs de même nature, entre parenthèses. La haine dans le monde chrétien a été viscérale, radicale, elle a donné lieu, vous savez, à des pogroms, à des massacres épouvantables. Ce qui n'a pas été le cas dans le monde musulman, il faut le remarquer. En revanche, dans le monde hindou ou dans le monde chinois, où durant des siècles il y a eu des communautés juives, vous n'avez pas l'équivalent de cela. C'est-à-dire que là où vous avez affaire à des croyances qui ne sont pas les enfants du monothéisme juif, vous n'avez pas cette haine pathologique. Mais Rav Uri, cette haine continue dont parle Georges Bensoussan, elle prend plusieurs formes. La dernière en date, puisque apparemment c'est des phénomènes de mode comme ça qui succèdent autant, c'est cette diabolisation de l'État d'Israël et de son peuple. Est-ce qu'on a... Bon, évidemment, je pense qu'on n'a pas besoin de gratter très profondément pour voir qu'il y a une identité de l'antisémitisme et de l'antisionisme, et qu'on prend prétexte du problème palestinien pour justifier cette haine. L'idée qui a été présentée est très intéressante, mais vous avez remarqué quand même que c'est justement quand on est en famille qu'on survit. C'est-à-dire qu'il y a des conflits de famille, nous sommes un peu en famille avec le christianisme et l'islam, et justement dans cette scène de ménage, nous continuons de survivre. Tandis que dans les ères bouddhistes... Difficilement. Oui, difficilement. Mais tandis que dans les autres ères de civilisation, on a simplement disparu. Et c'est peut-être pas étranger justement au fait que le projet d'Israël s'insère tout d'abord autour des grandes civilisations qui ont été influencées directement et seulement après par le message indirect. Mais rappelons-nous une chose importante, ce que l'on refuse à Israël, c'est le droit d'avoir sa différence, d'être autre chose que les autres. Et ça, je pense que c'est indélébile. Georges Bensoussan, je voudrais profiter de votre présence justement
pour un tout petit peu plus creuser et finir cette émission sur ça, vous qui avez consacré une grande partie de votre œuvre à la Shoah, je voudrais évoquer avec vous ce qu'on appelle l'inversion de la Shoah. C'est un phénomène qui existe quasiment depuis la création de l'État d'Israël et qui consiste à se déculpabiliser de la Shoah en pointant du doigt Israël comme massacrant le peuple palestinien, que Israël ferait pire aux Palestiniens que ce qui serait arrivé aux Juifs il y a 70 ans. Comment cette croyance s'est répandue dans tous les milieux et pas seulement chez les extrêmes. C'est une croyance qui se trouve dans les milieux académiques, on la retrouve aussi chez ces alter-juifs, ces juifs qui veulent être autres et qui ont le même discours, on parle même plus d'extrême à ce moment-là. Oui. Il y a une convergence entre toutes ces tendances-là sur la question sioniste. Alors, les alter-juifs, c'est un autre problème. Si vous voulez, je peux accorder 30 secondes aux alter-juifs après. Mais revenons à cette haine pathologique de l'État d'Israël, au nom précisément de la Shoah. C'est-à-dire qu'au nom de la Shoah, on fait reproche aux descendants des victimes de la Shoah, finalement, de ne pas être dignes d'avoir été victimes de cette catastrophe-là. Pourquoi ? Parce que, bien avant l'histoire palestinienne, bien avant le conflit avec le monde arabe, dès les années 42-43, au moment où se déchaîne la Shoah, vous avez la conscience chez un grand nombre de juifs victimes de la Shoah et qui tiennent leur chronique, leur journal au jour le jour, ces documents sont irremplaçables. Vous avez la conscience que, passé la catastrophe, les bourreaux ne pourront jamais pardonner aux victimes le mal qu'ils leur ont fait. C'est une idée centrale que vous retrouvez constamment. Là-dessus s'est greffé le conflit, la Palestine, au Moyen-Orient, le conflit israélo-arabe, etc. C'était une aubaine inespérée, si vous voulez. À la limite, je dirais que pour le monde arabe, d'avoir les Juifs comme ennemis, c'est un cadeau extraordinaire. Bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le monde occidental, qui a été responsable de la Shoah, l'Allemagne au premier chef, on ne va pas diluer la responsabilité, l'Allemagne et ses alliés au premier chef, et tous n'ont pas la moindre responsabilité dans cette histoire. Ne mettons pas sur le même plan le Danemark, la Bulgarie et l'Italie, par exemple, qui sont des nations exemplaires. Mais le monde occidental qui a porté en ses flancs le meurtre des Juifs, qui l'a fantasmé durant des siècles et des siècles, la disparition du signe juif de la scène européenne, de la scène chrétienne, eh bien, ce crime-là, profondément, ils ne peuvent pas l'effacer de leur conscience. Et la seule façon de l'effacer de leur conscience, c'est de l'imputer à d'autres, autrement dit de l'imputer à l'État d'Israël aujourd'hui, en lui reprochant de commettre les mêmes horreurs, etc. Vous connaissez la litanie du discours, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Sur les alter-juifs, je voudrais dire un mot. Les alter-juifs participent de ce que j'appelais tout à l'heure la maladie diasporique. Quand je disais maladie diasporique, je ne voulais pas dire seulement que la diaspora était une anomalie. Je veux dire aussi que la diaspora induit des comportements profondément pathologiques. Et parmi les comportements pathologiques, il y a la haine de soi, mais il y a aussi la soumission, l'attitude veule, servile, rampante devant les pouvoirs, quels qu'ils soient. Bon. Et ce que les alter-juifs, d'une certaine façon, ne peuvent pas supporter dans les juifs vivants, et donc dans l'État d'Israël vivant, c'est de leur rappeler constamment une condition insupportable à leurs yeux, leur propre condition. Alors, ça veut dire que si je dois résumer ce que vous venez de dire, on peut à la fois adhérer à la négation de la Shoah quand cela permet de diaboliser les Juifs, tout en se recommandant finalement de la Shoah à d'autres moments si c'est utile. Bien sûr. Rav Uri Cherki, pour terminer cette émission concernant la question juive, entre la décadence que l'on voit sous nos yeux en France, en Europe, les actes qui se multiplient, le retour, on va dire, de la nation d'Israël, où est-ce qu'on se situe actuellement sur le plan historique ? On se situe tout à fait sur le plan de l'invitation à un dialogue véritable, et pas simplement un dialogue de respect interculturel ou interconfessionnel. Il s'agirait effectivement d'étudier ensemble ce qui pourrait être une solution justement des tensions de notre monde. Et donc j'invite toute personne de bonne volonté à venir étudier à Jérusalem ce que serait la solution proposée par Israël pour les nations. Merci beaucoup. Un dernier mot sur une dernière réaction sur cette question de où se situe-t-on historiquement actuellement en tant que juif? C'est une très vaste question pour pouvoir conclure donc quelques mots. On va ouvrir, on va dire. On va pas la prétention d'y répondre. Dans tous les cas, la question est pertinente. Elle mérite peut-être un deuxième débat. Hein. Avec plaisir, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra une nouvelle fois. Georges Bensoussan, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Rav Uri Cherki. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, vous retrouvez cette émission sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et compagnie. Vous connaissez mieux que nous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Très bonne journée. Au revoir.